Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre pour cette rencontre littéraire avec Lucienne Soulier, militante Carmonde et autrice du livre Plus fort que le silence de la collection En un mot. Merci Lucienne d'être avec nous. Merci. Dans ce livre, tu présentes ton témoignage qui est assez poignant parce qu'en plus d'avoir subi des injustices à cause de la pauvreté, tu as subi des injustices par ton handicap puisque tu es malentendante. D'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton livre? Alors, bonjour. En quelques mots, mon livre, je vais essayer de ne pas être trop long. Il raconte mon parcours de vie dans la misère, parce que j'étais malentendante, parce que je viens d'une famille pauvre et que la chance n'a pas été avec moi. Et que j'ai dû galérer, souffrir, pleurer, recevoir des humiliations, le rejet. Et ce fut quelque chose de difficile à vivre. Donc dans ce livre, tu racontes ton témoignage. Pourquoi tu as décidé de le partager, ton témoignage? Alors pourquoi il y a longtemps que je voulais le partager, que je tiens à le partager, parce que en fait, ça fait pour faire comprendre à ceux qui vivent comme moi, qui se mettent en retrait, pour que leur dire que non, il faut parler, il faut s'exprimer, il ne faut pas rester dans la solitude et dans la souffrance. Il faut aussi voilà, que chacun de nous, que nous soyons pauvres, que nous soyons en situation de handicap, quel que soit l'handicap qu'on a, on doit pouvoir vivre dignement. Comment tu as eu le déclic d'écrire ton livre, Lucienne? Alors, le déclic, il vient depuis très longtemps, mais bon, c'était difficile de le mettre en pratique. Le déclic, c'est suite à une intervention, à, à enfin, j'ai été interviewée par un journaliste, je crois que c'était en 84 ou 85, et voilà, je lui parlais de mon histoire, surtout de la violence familiale, conjugale, et puis aussi de mon problème d'handicap de ne pas entendre. Et depuis, je me dis oui, assez bien de pouvoir s'exprimer, c'est bien, mais encore, si j'arrivais à écrire, même sur un cahier, ce que j'ai fait depuis, quoi, à écrire sur un cahier avant qu'il sorte un livre. Donc, comme tu l'expliques un peu, tu as commencé à écrire sur un cahier. Comment ça s'est passé le processus d'écriture et combien de temps ça t'a pris pour écrire ton témoignage? Alors, écrire sur le cahier, ça m'a pris du temps, puis je n'écrivais pas tous les jours. J'écrivais en fonction de ma disponibilité pour écrire, parce que j'avais deux enfants avec moi et qui me prenaient du temps, donc c'était difficile d'écrire, alors que c'était par étapes. Alors il m'arrivait d'être un mois, une dizaine d'années, de rester sans écrire. Mais j'y revenais toujours parce que il était rongé et j'y pensais. Mais en fait, c'était la disponibilité qui me manquait pour écrire sur le cahier. Et puis, la disponibilité pour écrire le temps, mais aussi le temps dans sa tête. Parce que quand on a beaucoup de soucis, des fois, on ne pense pas à écrire. Mhm. Tu me disais aussi tout à l'heure quand on discutait que au début tu avais envie d'écrire, mais tu ne savais pas si tes phrases auraient été correctes, si tu aurais eu entre guillemets un bon français. Mais finalement, avec le temps, les choses sont venues toutes seules. Enfin, tu as réussi à écrire ce que tu voulais. Alors, j'écrivais surtout ce que je vivais, quoi. Et certes, mes phrases étaient un peu pas très correctes du bon français, oui, parce que j'ai pas été pu apprendre. Mais je me servais beaucoup d'un dictionnaire et du livre Becherel, ouais, Becherel Becherel. pour m'aider à écrire un peu au mieux, quoi. Mais voilà,
C'était pas facile d'écrire, mais j'avais envie d'écrire, et même avec les fautes. Ah, il y a un bon rendu en tout cas pour quelqu'un qui ne sait pas écrire. Oui, mais en fait, je n'avais pas un riche vocabulaire et voilà quoi. J'employais des phrases très très simples, et des phrases de primaire, quoi, puisque je suis pas allée forcément au plus loin. Et en fait, quand même, bon, le niveau de, du certificat d'études que j'ai voulu avoir après que j'étais appareillée, donc et au fil du temps, je voulais apprendre justement pour améliorer mon écriture et qui m'a aidé en fait à continuer mon écriture. Mm. Voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'écrire, de partager ton histoire? Alors, j'ai pu partager mon cahier à un allié de Chalon pour voir ce qu'il en pensait, si c'était à peu près correct, quoi. Bon, il me disait ça peut aller, mais c'est pas toujours bien structuré et on me comprenait pas toujours. Donc c'est ça qui était difficile, quoi. Alors je me dis, écrire puis qu'on ne me comprenne pas, c'est pas intéressant. Donc il fallait encore faire des efforts pour essayer de faire mieux. Mais bon, toute seule, c'était difficile. Alors un jour, voilà quoi, j'ai voulu prendre toute seule en main pour essayer comment écrire un bon français, mais c'est pas facile toute seule. Voilà. D'accord. Donc, pour présenter le cas de Lucienne, tu as grandi dans un logement Emmaüs, un logement qui était assez insalubre. Tu expliques souvent dans ton témoignage, surtout au début, que tu n'arrivais pas à dormir dans ton lit parce qu'il y avait des puces de lit et que du coup, tu te mettais dans la cage d'escalier du bâtiment. Ta famille n'avait pas beaucoup d'argent et tu as subi des discriminations à l'école, notamment à cause de la pauvreté, mais aussi de ton handicap. Et c'est ce qui t'a poussé à te retrancher sur toi-même. Et il y a quand même une phrase qui m'a vraiment choquée quand j'ai lu ton témoignage, c'est « En quoi serais-je inférieure de ceux qui ont la chance de vivre une vie meilleure ?» Est-ce que tu peux développer cette phrase? Oui, bien sûr. En fait, en quoi je suis inférieure, mais j'ai l'impression que euh, j'étais j'étais rien en fait. Un, comme on dit, un sous-homme. Alors pourquoi même si je suis pauvre, si j'ai un handicap qui n'est pas corrigé, justement, en quoi je serais rien? En fait, pour moi, ça représente ça, c'est d'être rien aux yeux des autres. Et en fait, au vu ma vie que je passais, que j'avais, eh ben pour moi, c'est voilà en quoi je suis rien, en quoi mon problème de pauvreté empêche, il ne devrait pas empêcher justement, il devrait plutôt faire voir que même pauvre, handicapé, on peut vivre normalement, vivre ben, comme, comme quelqu'un qui est riche et qui n'a pas de problème d'handicap. Donc c'est cette différence que je faisais. Je me dis, bah oui, je suis rien, mais en quoi d'être rien pose problème, quoi. Mais c'est aussi la société qui te renvoie cette Oui, image. oui, c'est la société, ça c'est sûr. Et c'est surtout les dysfonctionnements des institutions. Et je ne veux pas dire que j'en veux encore, mais dans ma tête, j'en ai voulu pendant très très longtemps de ces institutions. Et je ne suis pas inférieure, parce que inférieur, ça veut dire être zéro. Inférieur, je ne suis pas zéro, je suis un être. En fait, voilà, je suis une personne comme tant d'autres. Voilà. Et je veux être considérée en tant que personne comme une autre personne. Mm. Il y a aussi une autre phrase qui m'a percutée, c'est vivre la pauvreté de génération en génération n'est pas une raison pour vivre exclu. Et
Et vraiment, toi, tu l'as vécu, cette exclusion. Et comment, d'après toi, on devrait y remédier? Alors, vivre de génération en génération, c'est plus supportable pour personne. Ceux qui vivent actuellement toujours dans la pauvreté parce que ils viennent du monde de la pauvreté. Il faut que ça s'arrête et on doit pouvoir y remédier, ça c'est sûr, parce que on peut plus accepter et il faut que ça change et on peut faire changer le regard. Pour y remédier, c'est à nous de montrer que nous sommes pauvres. On n'a certes pas la même, je dirais même, on n'a pas la même intelligence, mais elle est certainement meilleure que pour bon nombre de personnes qui sont sans scrupules. Et désolé de dire ce mot scrupule, mais il y a des personnes sans scrupules qui auraient besoin d'être secouées pour que leur regard change. Et ça, c'est difficile, mais faut pas lâcher prise, quoi, parce que sinon, on va rester toujours au même point. Mhm. Et voilà, moi, je sais que, bon, aujourd'hui, ce que je crains le plus, c'est toujours les représailles. Euh, lorsqu'on veut se plaindre. Et bon, moi, c'est toute ma vie où j'ai dû ne pas me plaindre. Mais aujourd'hui, je veux que ça cesse. Si j'ai besoin de me plaindre, je vais me plaindre. Quitte au lieu. Pour vous donner une anecdote très récente, euh, dans mon logement où je vis je suis au-dessus du toit, j'ai la charpente, puis j'ai le toit. Et en 2019, depuis 2019, j'ai de l'eau qui coule de la charpente du toit. Et depuis 2019, je contacte mon bailleur pour expliquer le problème. Ah, on est venu plusieurs fois pour voir, vérifier, on a changé quelque chose sur le toit, mais il y a toujours de l'eau qui est coulée. Alors, au bout d'un moment, je me dis, bon, je suis bien gentille, je ne veux pas me plaindre toujours, mais là, quand c'est assez, quand c'est trop, c'est trop. Alors, je me suis permis d'envoyer un mail à mon bailleur, et puis j'ai dit, si je ne peux pas avoir gain de cause, si j'ai toujours de l'eau qui coule dans ma salle, ben je vais bloquer mes loyers, parce qu'il y en a marre. Bon. Au bout de 15 jours, même pas une semaine, je vois des échafaudages. je, 15 jours avant, une semaine avant, il y a des ouvriers qui viennent me disent, bon, on vient pour faire le toit, on vient voir qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Ah ben j'ai dit quand même, depuis 2019, j'ai dit, il vaut mieux tard que jamais, mais bon. Et, euh, et la semaine suivante, ils sont venus, mon toit est fait, j'aurai au moins plus de pluie et de bras. Mais justement, donc, euh, je veux dire, on est obligé de se plaindre. Mais nous, quand on est pauvre, on doit, comme on dit, fermer son bec pour éviter de recevoir, d'avoir des représailles ou alors de nous couper quelque chose au niveau des ressources. Ça arrive fréquemment. Mhm. On est Voilà. obligé de se battre. Enfin, les personnes en situation de précarité sont obligées de se battre pour avoir leurs droits, en fait, finalement. Parce que ce que tu avais, c'était normal que le bailleur, finalement, il fasse une réparation. Bah oui, donc C'est le minimum. voilà. Mais je veux dire par là, surtout quand on est pauvre, on ne veut pas se plaindre. Et moi, je me suis jamais plaint. Au contraire, je suis restée dans le silence trop longtemps. Et aujourd'hui, je pense que il faut que ça cesse, quoi. Et surtout, je veux surtout, pour ceux qui m'écoutent et qui voudraient, qui sont dans des situations semblables, eh ben non, réveillez-vous et essayez de rencontrer quelqu'un, mais
trouver la bonne personne, c'est pas forcément évident, mais voilà, c'est pas rester dans le silence. C'est- Tu n'es pas restée seule aussi. Ok. Tu nous expliques, Lucienne, au début de ton témoignage que tu rencontrais des difficultés à l'école. Enfin, et du coup, pour quelles raisons tu rencontrais ces difficultés? Bah, je rencontrais des difficultés parce que j'entendais pas la maîtresse. Et quand j'étais à l'école primaire, vers chez moi, le CEA, bah, j'entendais pas quoi. Et je me rappelle même pour euh, le calcul mental, je n'arrive pas à faire du calcul mental. Bon, c'est comme ça, mais à chaque fois que je me trompais, je recevais une tape, certes pas fort, mais quand elle est à répétition, euh, ça finit par dire ben, bonsoir, t'arriveras jamais, tu seras jamais content, mais ça fait rien. Mais je veux dire, voilà, c'est quand on. Bon, j'ai des difficultés, mais il y a un problème de handicap, mais alors on fait comme si. Alors, soit je suis invisible, ou soit la maîtresse, elle est indifférente. C'est l'un ou l'autre. Mais bon, que ça soit l'un ou l'autre, c'est pas bon, les deux. Donc voilà, déjà, bon, dans les années 60, c'était un peu euh, pas trop développé pour les problèmes d'audition ou même autres handicaps. Mais voilà quoi, on m'envoie dans une école. On s'est quand même aperçu quand même, mais j'avais quoi, j'avais 10 ans, hein, 10-12 ans. Et c'était tard quand Quand même. on s'est aperçu J'avais. que de ton handicap? Oui, Ok. c'était tard. Je dis pour moi, c'était tard. Et quand on t'envoie dans une école spécialisée, au départ, j'étais externe. Et bon, il a fallu que je rentre à l'internat parce que j'étais hospitalisée un mois pour cause d'avoir pris trop froid l'hiver. Et donc, je suis rentrée à l'internat. C'est là qu'on m'a prêté un appareil pour pouvoir entendre. Pour moi, j'étais contente parce que moi, j'entendais du son, j'entendais les personnes, je pouvais travailler. Mais bon, le problème, c'est que bon, ça a duré trop court, trop court. C'est dommage. C'était du gâchis. Et parce qu'un professionnel voulait en faire à sa tête, et quand tu repousses quelqu'un parce que il n'est pas content, il veut. En fait, bon, j'ai subi des attouchements et j'ai repoussé et bah, pour le coup, il n'a pas été content. Quand j'ai quitté l'école, il a fallu rendre les appareils. Et il me dit, bah, tu te débrouilles maintenant. Oui, mais après, le restant de ma vie, c'était pire. Ah bah, je me suis débrouillée comme j'ai pu, mais c'est pas se débrouiller comme on peut, c'est vivre ben, sans voir personne et puis sans communiquer. Mais c'est des moments terribles, c'est des moments terribles. Je me souviens à l'école ménagère, sans appareil, l'enseignant bah, qui faisait les dictées, bah, la dictée à trous, t'écris un mot, que tu entends, tu penses qu'il s'écrit comme ça, et puis au bout d'un moment, tu laisses un espace parce que bah, tu t'entends plus, et puis en fin de compte, la dictée, bah, c'est une page blanche parce que tu n'entends pas. Mais là encore, pourquoi soit on n'est pas intéressé à mon problème, soit je suis invisible. Et là, pour moi, c'est terrible de vivre ça. Et en fait, que j'ai fini par dire, bah oui, c'est ta vie, tu dois vivre comme ça. Et dans ma tête, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai vécu sans voir les gens, je les voyais, comme je te vois, Anne. Mais pour moi, dans ma tête, je ne te voyais pas, si c'est à cette époque-là. Et ben voilà. Mais moi, aujourd'hui, quand même, je me pose la question,
comment j'ai pu quand même rester debout, comment, quand je me suis trouvée qu'il fallait travailler, parce que j'avais pas le choix, et j'avais pas le choix parce que, bon, mes parents étaient pauvres et que la fratrie, il fallait la nourrir, et voilà quoi. Mais comment travailler sans entendre? Mais c'était pareil, on me montrait comment je devais faire. Bon, je pouvais comprendre facilement, mais voilà, je faisais sans rien dire, même si, voilà. Donc, je me souviens quand je travaillais dans un lycée de Dijon, j'ai commencé à la grosse plonge, mais bon, ma petite taille menue, fallait que je rentre dans la grande casserole pour laver le fond. Bon, je l'ai fait sans rien dire, parce que sinon, bah, on m'aurait dit au revoir, mademoiselle, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais j'ai fait parce que je me dis, bah, t'as pas le choix. Comme on dit, il faut avancer, mais t'avances pas en fait, tu souffres. Et j'ai beaucoup souffert. Mais personne n'a jamais vu que tu avais un problème d'audition? Enfin, Ah à mais si, l'école ou au travail? on s'en apercevait que j'entendais pas, mais ça n'avait pas d'importance, c'était pas leur problème personnel, c'est pas, c'est le souci de personne. Ça vient je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire d'une personne, d'un enfant qui a un problème? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais par exemple, à l'école, tu as dit que voilà, financièrement, tes parents ne pouvaient pas t'appareiller, que tu as été dans une école en internat, et à Oui. ce moment-là, tu as eu un appareil. Mais par la suite, on ne t'a pas proposé d'aller voir une assistante sociale ou quelque chose pour justement Ah pouvoir non, pas du t'appareiller. tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me souviens à l'école ménagère, euh, j'allais pas au réfectoire. J'étais obligée d'aller en cours, mais au réfectoire, c'était pas une obligation. Donc, je me cachais. Enfin, c'était pas quand je rentrais au réfectoire, j'étais chassée. On me mettait dehors. Des camarades me mettaient dehors. Alors, je partais et puis je me cachais. Et les jours suivants, bah, au lieu de répéter qu'on me rejette, eh ben, je ne rentrais pas dans le réfectoire. J'allais me cacher. Donc je ne mangeais pas. Bon, évidemment, ceci dit, quand tu ne manges pas plusieurs repas, au bout d'un certain temps, t'es pas bien. Et moi, souvent, je prenais des malaises parce que je ne mangeais pas. Et ben voilà quoi. Mais c'était une école privée et bon, ça intéressait personne, mon problème. C'est ça que je me dis, bon, même encore aujourd'hui, mais si une personne qui vit la pauvreté et qui a des difficultés, le monde aujourd'hui, il est comme avant, hein. Il est comme avant et peut-être un peu moins, parce qu'il y a des structures, mais voilà, c'est encore aujourd'hui, quoi, même. Moi, mais ça existe. En fait, pendant une grande période de ta vie, tu as vécu seule. Mm. Voilà. Mais maintenant, bon, c'est quand je suis rentrée avec mes deux enfants dans un centre d'hébergement, après avoir quitté mon concubin pour cause de violence conjugale. Là, une personne, la directrice même du centre d'hébergement, j'avais quand même 32 ans, hein, et elle me dit, mais vous entendez bien, Madame Soulier? Ben, je dis non, j'entends pas. Ben, elle me dit, vous n'êtes pas appareillée? Ben, je lui dis non. Et je lui dis, ben non, j'ai jamais été appareillée parce que, voilà, j'ai pas eu d'appareil, quoi. Et celle-là me dit, mais vous pouvez vous faire appareiller? Ben, je lui dis, oui, mais le problème, c'est que j'ai pas d'argent pour ça. Je venais d'arriver dans un centre d'hébergement sans revenu. Je vois pas comment, à cette époque-là, j'aurais pu avoir un appareil. Et elle m'a conseillé. Elle me dit, mais si, il faut pas rester comme ça. Ben, j'ai dit oui, mais
Donnez-moi L'argent. oui, la baguette magique. Et puis là, bon, elle m'a aidé à faire une lettre pour demander au conseil médical, là, à la sécurité sociale, pour avoir une aide, pour avoir un appareil. Enfin, j'ai dû commencer par avoir un ORL, avoir après comment l'audioprothésiste, et puis pour faire les appareils. Alors, quand j'ai eu la réponse de la sécurité sociale, je ne croyais pas mes yeux. J'ai dit, mais c'est vrai, ils me donnent ça pour avoir mes appareils. Bah, je dis, pourquoi ça s'est pas passé Avant? avant? Bah oui. Parce que je dis, mais je pense qu'il y a eu sûrement quelque chose qui n'a pas fonctionné à cette époque et que mes parents n'ont pas fait le nécessaire et puis qu'ils n'avaient pas la force, peut-être, sans doute. Mais moi, en tout cas, je ne pouvais pas faire la démarche étant un mineur. Et puis, en fait, j'avais peur. J'avais peur que je me dis, bon, pour avoir quelque chose maintenant, il faut, il faut donner son corps. Je suis pas d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai rien demandé. J'ai pas voulu faire de démarche depuis le, la mauvaise expérience. Voilà. Mm. Voilà, donc on va pas raconter tout ton Non. témoignage. J'incite vraiment les personnes qui nous regardent à lire le livre de Lucienne parce qu'il est vraiment très très Oui, enrichissant et très très fort. Mais tu nous expliques dans ton témoignage que tu as connu un premier homme, que tu as eu une petite fille avec lui. Et sauf que tu as décidé de le quitter justement parce que tu nous as dit à cause de violences. oui. En fait, mon premier homme que j'ai connu, euh, oh, c'est pas forcément qu'il était violent, mais en fait, il avait un problème, surtout, voilà, comme on a dit ça, le vol à À l'étalage. l'étalage, ouais. Voilà. Et bon, il se trouvait à chaque fois incarcéré. Et bon, tu veux bien redonner une chance une fois, deux fois, trois fois. Mais après, c'est pareil, on se lasse. Alors moi qui n'entendais pas déjà, et, et voilà quoi. Et j'avais cette petite fille, et puis bah, je me dis, bon, allez, je pars. Je pars avec ma petite fille. Et puis, bah, comme ça, d'un coup de tête, hein, je suis partie. Et puis, j'ai dit, je pars, mais je quitte Dijon, puisque j'étais à Dijon. Et je quitte Dijon et je me suis trouvée, bon, aller dire, bon, bah, je vais à Beaune. Je suis partie à Beaune et j'ai dit, bon, là, faut que je trouve un hôtel pour la nuit au moins. J'avais de l'argent. On va prendre. Ma petite fille avait à peine 3 ans. Et on va aller à l'hôtel. Et puis demain, je vais chercher du travail. Mais je t'emmènerai avec moi. J'aurai pas de choix. Et le lendemain, je fais la tournée des boîtes d'intérimaires. Et puis, il y en a une qui dit, bah, oui, on peut vous donner du travail, mais c'est votre petite, vous ne pourrez pas l'emmener. Mais je dis ça, je vais m'arranger pour trouver une nourrice, une gardienne, quoi. Bon, alors elle me dit, écoutez, vous allez au centre social et puis vous demandez, vous dites qu'on vous fait un papier comme quoi vous avez du travail et puis, ah bah oui, ça s'est fait facilement. Mais la suite s'est pas fait facilement parce que euh, on m'a trouvé une nourrice un peu, comment je vais dire le mot, un peu, un peu bizarre et qui voulait en fait euh, la garder pour elle. Elle a souvent cherché à l'adopter, mais c'était difficile. Mais par contre, ce qui s'est passé, elle, avec un éducateur du service social, euh, cette lettre qui était destinée normalement pour demander une aide financière
pour payer la nourrice, eh ben, elle était en fait une lettre pour le juge des enfants pour que ma fille soit placée en famille d'accueil. Et elle voulait donc, cette personne voulait la garder et en fait, au vu ma situation, au vu que je n'étais pas appareillée, eh ben, elle a gagné sur moi et voilà. Et, et c'était vraiment quelque chose de terrible parce que je travaillais sur Beaune, elle était en nourrice à Beaune et je ne pouvais pas la voir tous les jours. Je ne pouvais pas la prendre avec moi, évidemment. J'étais de l'hôtel, je suis passée au foyer des jeunes travailleurs et ensuite, je ne pouvais pas l'emmener au foyer des jeunes travailleurs. Mais alors, c'était la galère avec ça. Quand on a des enfants placés, ils sont placés pour la vie, ils ne sont pas placés provisoirement comme c'est indiqué dans la notification du jugement. C'est faux. C'est pas du provisoire, c'est pour la vie. Et ça, il va falloir changer cette attitude parce que autant dire tout de suite, votre enfant est placé pour la vie que dire que c'est du provisoire. Parce que c'est détruire la famille, ça. Moi, ma fille, elle a été jusqu'à 18 ans placée et que je n'ai jamais pu la revoir avec moi parce que la famille d'accueil se mettait contre moi. Ah, ma fille était une princesse. Oui, mais enfin, entre un enfant qui est une princesse et un enfant qui reçoit une éducation, je veux dire, qui est correcte, c'est différent. Parce que si je vous disais qu'à ses 18 ans, la famille, elle me téléphone, elle me téléphone, elle me dit, oh, faut que tu viennes, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Je peux plus rien faire avec ta fille. Elle est sale, elle veut rien faire. Mais combien de fois j'avais envie de lui dire, mais je lui dis à qui la faute? Bah oui, j'ai un peu ta faute aussi. Hein. À qui la faute? À qui la faute? Qu'on me la remette pas sur moi. Hein. Mais c'était dans ma tête. Mais aujourd'hui, j'aurais presque envie de lui dire ça. Tellement j'arrive à m'exprimer. Parce que bon, être une princesse, sa chambre, un musée, et puis il fallait pas qu'elle touche, c'est pas elle qui faisait son lit, c'est pas elle qui faisait la vaisselle, voilà. Et puis pour les devoirs, si elle comprend pas, c'est pas grave. Non, mais quand on voit, j'espère qu'un jour que les familles d'accueil auront une formation plus adéquate pour pouvoir être famille d'accueil. Parce que c'est pas acceptable que des familles d'accueil se mettent contre les parents des enfants. Parce que ça existe. Voilà. Mais tu as du contact maintenant avec ta première fille? Tu as des contacts avec ta première fille maintenant? Non. Aujourd'hui, voilà. Et elle me dit non. Ma mère, c'est la famille d'accueil. Parce que, en fait, pour elle, comme en fait, et c'est vrai qu'à 18 ans, la famille d'accueil ne voulait pas la garder et elle s'est trouvée toute seule dans un appartement. Alors, toute seule dans un appartement en étant eu une enfance de princesse et rien savoir comment, ben, elle a, comment je vais dire ça, elle a été dépendante de l'alcool parce que elle était perdue. Elle était perdue. Et moi, je ne pouvais pas l'aider parce qu'elle refusait que je puisse. Elle m'en voulait parce que je l'ai laissée à la famille d'accueil. Alors que, bon, j'essayais de lui expliquer. Et je compte bien, lui, faire parvenir mon livre et qu'elle le lise. C'est sûr que aujourd'hui, à son âge, elle est un petit peu en grande difficulté parce que bon, sa santé se dégrade et voilà quoi. Mais je reprendrai contact avec elle. Voilà. Mais voilà. Et aujourd'hui, j'ai mes deux autres filles que j'ai élevées par mes moyens que j'avais.
elles sont peut-être pas architectes, elles sont pas forcément ingénieurs, mais au moins elles ont eu quelque chose de, comment je vous dis, quelque chose de fort, euh, de, de bon. Et voilà. Ben, en tout cas, je suis fière d'elle parce que pour réussir à être elle-même la dernière travailleuse sociale, et puis, bon, des fois, bon, on n'est pas toujours d'accord avec les travailleurs sociaux, mais bon, c'est sa profession, elle l'aime, et voilà. Euh, J'en suis fière parce que j'ai réussi à les élever seuls dans la galère, puisque bon, je me souviens même, en mes moments, tu sais, hein, quand on était petite, hein, on n'avait pas de cadeau de Noël, hein, mais on était ensemble. Mhm. Et c'était ça qui comptait. C'était pas les cadeaux, mais c'est d'être ensemble. Évidemment, pour être ensemble, il a fallu que je sois, je veux dire, une bonne mère. Mais c'est quoi une bonne mère aujourd'hui? C'est à se poser la question aux travailleurs sociaux, c'est quoi une bonne mère? C'est savoir s'occuper de son enfant à la perfection ou de faire de son mieux. On n'est pas parfait, hein. On n'est pas parfait, hein. On n'est pas une mère parfaite, mais bon, voilà. Moi, j'ai toujours veillé sur elle jusqu'à celle qui a des difficultés. Euh, combien de... Et pourtant, combien de fois j'hésitais pour dire, bon, faut qu'elle aille à l'orthophoniste. Et moi, je craignais l'orthophoniste à cause du passé. Et j'étais assez méfiante parce que. Mais le problème, c'est que euh, quand l'enfant est avec le professionnel, on n'entend rien de ce qui se passe, puisque c'est comment les portes sont blindées. Mhm. Mais j'avais cette crainte toujours. Mais voilà, elle a fait quand même 13 ans d'orthophoniste pour aujourd'hui à être, je veux dire, meilleure que moi dans l'expression, parce que bon, moi, j'ai pas encore réussi pour m'exprimer à la perfection. Même si ce soir, je réussis, mais Ah oui, tu réussis. voilà. Mais voilà, c'est quoi une bonne mère? C'est quoi d'être bon parent? Ouais, j'aimerais bien. Mais d'après toi, par rapport à ce que tu dis, comment les institutions devraient aider les mères, les pères qui sont en difficulté financière au lieu d'enlever les enfants? Bah, il faudrait déjà, je suis d'accord qu'il faut penser à l'intérêt de l'enfant, mais il n'y a pas que l'intérêt de l'enfant, il y a aussi l'intérêt des parents, du parent qui élève seul son enfant. Euh, L'intérêt du parent, c'est quand on enlève un enfant, on l'arrache comme ça. C'est douloureux pour le parent, mais on ne songe pas à préparer à un soutien psychologique. On devrait mettre ça en place pour justement pour éviter le placement. Parce que bon, il y a les travailleurs sociaux, il y a les PMI, il y a les éducateurs. Mais alors, pour l'enfant, mais alors, qu'est-ce qui est la maman et le papa, il fait quoi alors là? il, Quelle aide on donne quel soutien on donne pour eux, pour ces personnes? Moi, je pense qu'on devrait mettre en place des soutiens psychologiques ces personnes. Moi, j'aurais eu ça dans le passé. Je pense que ma fille n'aurait pas été placée. Mais je me dis, voilà, si on met en place, il faudrait même créer un observatoire de surveillance des travail, enfin des institutions qui ont en charge ces enfants-là. Le service de l'ASE, il faut tout changer, ça. Faut revoir les contrats passés avec de l'institution à, au plus haut, je dirais, au gouvernement, parce que bon, l'ASE, quelle est sa mission de l'ASE?
être placé, de veiller que l'enfant, au bien de l'enfant, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut pour le bien de l'enfant? Il faut tout à l'envers. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de changé. Et je voudrais aussi parler des familles d'accueil. Parce que bon, les familles d'accueil, bien souvent, vous en avez des très bonnes, des très justes. Mais c'est pas de celles-là que je veux parler ce soir. C'est de celles qui font qui sont très mauvaises. Et je me souviens même avoir entendu dire ah ben, famille d'accueil pour avoir des sous parce que j'ai pas une grosse retraite. Ben, moi, je suis désolée, mais moi, je vais demander à être famille d'accueil pour que ma retraite soit plus forte. Voilà, il faut. C'est ça le problème. Est-ce qu'on est famille d'accueil pour que l'enfant soit mieux, se trouve mieux dans les situations que vit dans la famille, ou alors c'est uniquement pour servir comment de base pour avoir de l'argent, avoir un salaire qui complète. Moi, ma famille d'accueil de ma fille, pourquoi elle a été contre moi? Pourquoi la justice a été contre moi? Parce que est-ce que vraiment monsieur qui est expert comptable dans une grande maison de vin, et madame voulait avoir un peu plus des revenus pour elle. Mais bon, je pense que ça a joué pour la séparation de ma fille. Et voilà, je me dis qu'on est famille d'accueil avant parce que c'est pour le bien de l'enfant, mais pas pour de l'argent. C'est pour aider, oui. Pour aider l'enfant. Mais aider l'enfant, pas que l'enfant. Parce que, voilà, c'est aider la famille, soutenir la famille. C'est pas se mettre contre la famille, c'est pas bon. Voilà. D'accord. Du coup, tu nous as dit beaucoup de choses, Lucienne. Oui, je sais. Mais avant qu'on parle de ton engagement à Télécarmonde, j'ai une dernière question. C'est, tu nous racontes un peu les mauvaises expériences que tu as rencontrées auprès des institutions. Est-ce que d'après toi, par rapport à ce que tu as vu, peut-être que ce que tu as connu avec tes enfants ou tes petits-enfants, tu as vu une évolution dans les institutions, que ce soit à l'école, que ce soit auprès des services sociaux Bah, je n'ai pas encore tout bien vu, mais je ne crois pas que ça soit encore bien au top. Parce que il y a des choses qui sont pas normales. Parce que encore on enlève des enfants. Il y a quand même des améliorations. Et voilà, il n'y a pas d'amélioration, au contraire, parce que bon, je vous parlais de l'exemple récent là d'une militante que je connais. Elle me dit oh ben tu sais ça va pas, ça va pas. Je dis qu'est-ce qui t'arrive? Oh ben non, mais tu sais quoi? Ben dis-moi. Elle me dit ils sont venus chercher mes 3 petits-enfants. Tu te rends compte? Mes 3 petits-enfants. On a enlevé mes 3 petits. Alors, les 2 grands en maternelle, et puis le bébé de 10 jours à peine. Et alors, ils sont venus. Il y avait la PMI, l'éducateur et 2 policiers. Mais qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? Bah, je dis, je peux pas te dire trop, mais je me dis, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'impliquer la police dans l'enlèvement, d'enlever les enfants? Ont-ils un lien? Alors, j'ai pas trop voulu lui dire, mais je me dis, en fait, c'est la réaction de la famille. Elle peut être forte. Et alors, évidemment, les institutions veulent se protéger, mais ils n'ont pas protégé la famille, parce que elle est dans la souffrance. Bon, certes, je dis qu'il faut s'intéresser à l'enfant, mais il faut s'intéresser aussi à la famille. Et on ne peut pas faire séparer le soutien, voilà. Mettre en place un soutien psychologique pendant
comment on appelle ça, avant l'enlèvement des enfants, quand la famille est suivie. Ah, il y a la PMI, il y a l'éducateur, il y a travailleurs sociaux intervenants, mais évidemment, quel soutien on met pour au niveau psychologique, surtout quand la maman ou le papa, euh, c'est difficile d'accepter le soutien quand il y a refus, rejet d'avoir un travailleur social, d'avoir la PMI. Je pense qu'on devrait mettre en place un soutien psychologique pour aider ces familles à accepter les conseils, le soutien, parce que bon, évidemment, ce qui s'est passé là récemment, comme j'ai dit évidemment, elle refuse tout aide, tout soutien, tout conseil. Ils n'ont pas cherché le midi à 14 heures, hein, voilà, ils ont été chercher les enfants. Donc, au lieu d'aller chercher les enfants, on essaye d'apporter un soutien psychologique pour faire accepter voilà ce soutien. C'est pas facile, mais bon. Voilà. Lucienne, toi, tu habites près de Dijon. Oui. Et tu es une personne très, très engagée. J'aimerais que tu nous dises quand est-ce que tu as connu la télé Carmonde. Alors, ça date. Ah bah, pour la date exacte, elle reste encore en mémoire, parce que bon, c'est le 16 octobre. Ah oui, 16 octobre. 16 octobre 1996 à Chalon-sur-Saône. En fait, où j'habitais dans mon village, je connaissais une travailleuse familiale qui venait me voir et elle me dit tu voudrais pas venir je te donne une invitation pour venir pour la journée du refus de la misère. Je dis, c'est quoi ça? Parce que bon, je connaissais pas. Et bon, en gros, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, écoute, tu viens si tu veux venir. Et puis, ça se passe l'après-midi et le lendemain, c'est le soir. Ouais, je dis, oui, hein, c'est Josette. Je dis, Josette, je suis bien d'accord. Mais le soir, moi, j'ai plus de bus pour rentrer chez moi. Je fais comment? Elle me dit, mais t'inquiète pas, on te ramènera. Oui, si je connais personne, qui c'est qui me ramènera? Me dit, t'inquiète pas, moi je te ramènerai. Et puis en fait, je suis allée donc à Châlons. C'était une exposition sur la vie du Père Joseph. Et tout en regardant les panneaux, en lisant, mais je dis, attends, son histoire c'est la mienne presque. Et je me dis, bah oui. Et puis, en fait, je rencontre des gens que je connaissais pas du tout, hein, voilà. Mais par contre, il y avait une personne que je connaissais, qui est militante aussi, c'est Renée. Et alors, on s'est connus, en fait, au foyer d'hébergement quand on était hébergés en 84. Et alors, on s'est croisés là, on a discuté. Puis elle me dit, oh, si tu devrais venir, viens demain, viens demain. Bah, j'ai dit, oui, mais t'as vu, moi, faut que j'ai une voiture pour me monter le soir. Ah, mais t'auras quelqu'un pour te remonter. Et puis, le lendemain, je suis redescendue. Et puis alors, c'était bête, mais j'ai quelque chose de naturel qui s'est produit en moi. Et je voyais un allié, je vais dire son nom, c'est Gabriel Martou, et il était avec une pancarte. Et je lui dis, vous faites quoi avec votre pancarte? Je cherche quelqu'un pour tenir la pancarte pour faire la marche. Ah bon, vous ne trouvez pas? Vous voyez? Non, je sais pas qui. Je dis, si vous voulez, moi je veux bien. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et puis, j'ai pris la pancarte. Et puis, au moment de la marche, et en fait, je suis partie dans le mouvement. Et à la fin, il me vient me voir, il me dit, faut que tu viennes à la réunion quand même. Je dis, si ça correspond, si je suis disponible, je viens. Et puis en fait, depuis cette fois-là, je suis toujours restée. Parce que en fait,
ça m'a apporté beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai que le mouvement et ma famille, comme beaucoup le disent, mais en fait, l'histoire du père Joseph m'a beaucoup, et en fait, c'est un petit peu ça aussi qui m'a poussé à écrire, à vouloir écrire ce livre. Je pensais à cet homme, je dis, c'est un résistant et avec tout ce qu'ils ont fait dans le camp de Noisy, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que je dis oui, moi j'ai galéré, je me suis trouvée seule. Alors, dans le camp de Noisy, 250 familles dans, dans, dans la misère et que personne voulait faire reconnaître, je pense que le Père Joseph a fait beaucoup de choses. Et je me dis, bon, moi j'ai de la chance aussi d'avoir reconnu ATD. Parce que c'est vrai, voilà, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, précisément, qu'est-ce que tu fais à Télégarmont? Tu es militante, tu me parles aussi que tu étais au pôle politique, tu participes aux universités populaires Carmonde. Oui, ah ben, j'ai commencé par les universités populaires, hein, et c'était très très intéressant, hein. Et après, bon, j'ai fait Carmonde partenaire, c'est-à-dire croiser les savoirs avec les professionnels. Voilà. Et là, j'ai fait des conformations sur la santé et la justice. Et là, dernièrement, il y a à peine 10 jours, oui, j'étais à Montpellier pour une, une intervention pour former des patients à la formation médicale. Ah, c'était compliqué ça. Et j'ai préparé avec une alliée de Montpellier et Bruno de Goër. Et donc, on s'est vu là-bas. Et bah, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà, après, bon, le groupe local de Dijon, on a fait le 17 octobre à Dijon. Et bon, comme c'est un petit groupe et que c'est tout récent sur Dijon qu'on fait le 17 octobre, donc, mais il y avait donc des stands et on a fait un théâtre forum sur la santé. Et j'ai donc joué le rôle d'un radiologue. Et c'était super parce que bon, je C'est dis de oui, l'autre côté. oui, le radiologue. J'ai fait le Ouais. radiologue et donc c'était qui m'a impressionné, c'est voilà, à un moment donné, quand une personne a voulu prendre le rôle du patient, hein, je me suis trouvée avec lui. C'était une personne handicapée qui était en fauteuil et donc je me suis trouvée en face de lui et donc voilà, il voulait poser, mais oui, mais moi je suis en fauteuil roulant, comment je fais, est-ce qu'il y a des rembarres, est-ce qu'il y a, ça sera facile. Alors j'ai joué le rôle du radiologue un peu, ben, comme il se passe actuellement, hein, voilà, dans les services de radiologue, quand il n'y a pas l'équipement pour les personnes, eh ben, j'ai joué le rôle. J'ai dit, monsieur, il faudra aller dans un autre service de radiologue parce qu'on ne peut pas vous accueillir, il n'y a pas le nécessaire. Et alors, ça fait rire le public parce que bah, j'ai joué, j'allais pas jouer. Le radiologue qui ah bah attendez monsieur, on a tout pour vous, on va tout. Non, il fallait surtout montrer que La réalité. la réalité, elle est là. Que ça soit une personne en fauteuil et qu'il soit avec des moyens ou sans moyens, s'il n'a pas les moyens d'appui pour justement
pouvoir, comme on dit, se faire passer la radio, voilà, c'est important, quoi. Il faut l'équipement, il faut aussi l'accueil, il faut, il faut tout, quoi. Mais en particulier pour les personnes qui sont en exclusion, c'est très compliqué pour faire changer le regard. Mais on y arrivera. On a une question d'une internaute qui te demande qu'est-ce qui te plaît dans les universités populaires? Alors, les universités populaires, moi j'ai fréquenté très longtemps, c'est vraiment quand on peut expliquer, donner des exemples de vécu. Face devant si c'est au niveau de l'école, on va voir des enseignants et là on peut expliquer des exemples qui ne va pas. On peut dire ce qui va, mais voilà. Et si c'est pour la santé, voilà. Et ça, c'est en fait tu te trouves avec des personnes, tes pairs en fait. Tu, tu n'es pas avec des hommes politiques, tu n'es pas avec, je veux dire, des personnes qui se fichent de toi, quoi. Parce qu'on est tous semblables, mais on n'a pas tous le même raisonnement, la même façon de vivre. Voilà. Ok. On a une autre question d'une internaute qui te demande qu'est-ce qui te fait avancer et quelles sont les valeurs présentes en toi qui se retrouvent aussi à Télécar Monde? Alors, ce qui me fait avancer, c'est que j'ai l'espoir et j'ai envie de continuer parce que en fait, voilà, j'oublie pas d'où je viens, c'est ça, j'ai un passé difficile, mais je peux avoir un meilleur avenir, même si je suis enfin, retraitée, mais j'espère vieillir dignement, mais pas être comment ballotté, chahuté dans tous les sens, et puis qu'on me respecte, parce que bon, notre dignité, elle est à faire respecter, et ça, c'est quelque chose de primordial. Et puis alors la question, Les valeurs que tu partages et qui sont aussi dans le mouvement. alors les valeurs, c'est le respect et la loyauté et aussi les valeurs d'être ensemble et de travailler ensemble et puis les valeurs d'être humble et non chercher à être meilleur que l'autre. Je ne serai jamais meilleur qu'une autre, mais je resterai comme je suis avec bah, mon savoir et puis mon intelligence. Est-ce que nous avons d'autres questions? Selon vous, comment faire changer le regard que certains ont des personnes en situation de pauvreté? Quels moyens on pourrait mettre en place dans la société pour cela? Tu peux la répéter un peu? Tu l'entends? Oui, je veux. Alors, Je t'ai pas entendu. Je n'ai pas répété. L'écran. La question est trop longue. Alors, comment faire changer le regard que certains ont sur la pauvreté, sur les personnes en situation de pauvreté? Quels moyens on pourrait mettre en place dans la société pour changer ça? alors moi, je pensais à une chose, un peu, c'est pour changer le regard, il faudrait créer, continuer les formations des travailleurs sociaux, Ouais, ça. de la justice surtout, du monde de la justice, les conformations. Mais je veux dire, c'est-à-dire que ces futurs enseignants, enfin ces futurs professionnels, doivent se former obligatoirement pendant leur formation initiale. Et puis, pourquoi mettre un observatoire pour justement contrôler tout ce qui va mal, quoi. Quand il y a des dysfonctionnements
au niveau, que ça soit de l'ASE, surtout l'ASE, quand, voilà, et même au niveau de la santé, hein, quand un médecin refuse de soigner une personne qui vit à la rue, c'est pas acceptable. Toute personne a droit aux soins. Et je pense que c'est des conformations, il faut que ça continue. Et il faudrait aussi voir comment, déjà par dire les dysfonctionnements. Et il faut que nous, on soit toujours à, à dire ce qui ne va pas. Évidemment, on peut dire ce qui va bien, mais si on, comment je vais dire ça, si on est trop penché sur ce qui va bien, on va laisser ce qui va mal. Et il faut vraiment se centrer sur là, les dysfonctionnements quand ça va mal. C'est pas normal que on retire des enfants comme ça parce que la maman réussit pas à écouter, enfin, à écouter les conseils. Voilà, mettre quelque chose en place pour justement éviter ça. Il faut, au niveau de l'école, il faut vraiment arrêter de dire que un enfant qui on ne sait pas, la fratrie va suivre. Il faut arrêter ça. Il faut mettre en place quelque chose qui, dans le dossier scolaire, il ne doit pas avoir indiqué un enfant est en structure spécialisée. Parce que bon, quand un autre élève, un autre frère et sœur doit aller en structure normale, il n'a pas allé. Il est pénalisé à cause de. Bah du oui, frère et il est sœur pénalisé. Donc voilà. Donc, il y a si on veut travailler là-dessus, c'est possible. Voilà. Puis c'est les témoignages. Les témoignages de, comme je fais ce soir, par exemple, c'est dire c'est dysfonctionnement. Quoi. Il faut pas avoir peur de dire ce qui va mal. Moi, je sais que maintenant, voilà, il faut oser parler. C'est oser parler, et puis, même si on bafouille parce qu'on ne sait pas trop bien s'exprimer, mais l'important, c'est d'être entendu. Et pour se faire entendre, il faut vraiment il faut travailler là-dessus pour se faire entendre. Ben, merci Lucienne, parce que vraiment ce que tu nous as partagé ce soir, c'était vraiment excellent. Merci. Enfin, merci de nous avoir partagé ton témoignage, d'encourager les personnes qui ont besoin de s'exprimer justement. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le livre de Lucienne Soulier sur le site des éditions Carmonde en librairie. N'hésitez pas à le partager autour de vous parce que c'est vraiment un témoignage qui est à mettre en valeur et qui est à partager. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous et très bonne soirée. À bientôt.